Donc, salut Vincent, salut Maxime. Salut Alexandre. Euh, Alex, bonjour Vincent. Ce que je vous propose, c'est de faire un très très rapide tour de table avant d'attaquer le sujet. Donc, le sujet aujourd'hui, ça va être les applicatifs, la gestion de projet et la sécurité. Ouais, Maxime ok. ou Vincent, si tu veux te présenter. Allez Maxime. Très bien, je me lance. Donc, Maxime Siri, actuellement RSSI, issu du monde des infrastructures maintenant depuis pas mal d'années, passé dans le côté obscur de la sécurité de l'information depuis à peu près 5 ans. Ok, Vincent Pommier, donc responsable informatique et gestion, on va dire chef de projet depuis environ 15 ans. Voilà, et fondateur, c'est un grand mot, hein, mais de l'entreprise redressementdeprojet.fr avec Alexandre Marteau. Exactement, puis ça fait une bonne transition. Donc, Alexandre Marteau, une quinzaine d'années aussi dans la gestion de projet, donc chef de projet, direction de projet, et puis cofondateur d'effectivement d'une nouvelle structure de redressement de projet et puis de formation aussi en gestion de projet. C'est ça. Let's go, on attaque dans le vif du sujet, donc la sécurité dans les projets, dans les applicatifs. On démarre par quoi là? On s'était noté pas mal d'idées. Ouais, le Shadow Euh, IT, on avait parlé du Shadow IT pour Allez, vous aviez commencer. envie de parler Shadow IT, ouais. On y va? C'est c'est parti. Donc, parti. Allez. Alors peut-être pour les gens qui connaissent pas bien, Shadow IT déjà en quelques mots, comment on peut le définir? alors, je me lance en premier dans le terme de la définition. Donc, Shadow IT, donc c'est de l'informatique fantôme. Donc ça va regrouper toutes les applications et diverses utilités de l'informatique qui ne vont pas être maîtrisées par la DSI, qui vont venir principalement, on va dire, des besoins des métiers, là où il n'y aura pas eu forcément le réflexe d'aller parler directement à la DSI, où il n'y aura pas eu la capacité de répondre, ou à certaines occasions, hein, on va dire, clairement la volonté également de répondre. C'est ça. Exact. Puis Ouais. moi j'ai rencontré aussi le cas de Shadow IT où effectivement c'était aussi des héritages un peu déguisés, enfin un peu comment dire non connus de l'informatique, mais des héritages du passé quoi en fait. Des trucs Excel améliorés, des développements PHP, etc., qui dataient d'il y a 10 ou 15 ans, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, il y a vraiment plusieurs branches entre guillemets de Shadow IT, hein, entre l'utilisation de matériel personnel, par exemple, l'utilisation d'applications cloud, parce que Teams c'est compliqué pour partager, parce que c'est trop sécurisé, je ne sais pas, hein. Et on utilise ou Drive ou du Dropbox ou peu importe pour partager des documents. Voilà. Vous voulez parler de quoi en premier? Je vais être un peu challengeant sur la partie Shadow IT et utilisation de matériel personnel, parce que ça Ouais, regroupe un sujet, en fait, utilisation de matériel qui est la solution du BioID, en fait, le fameux BIOD, Bring Your Own Device, qui peut être effectivement par facilité, hein, des fois, parce qu'on a des bons outils ou ce genre de choses-là, on va utiliser un matériel personnel, ou alors même à la demande de l'employeur pour, par exemple, mettre en place certains moyens pour accéder à l'informatique de l'entreprise. Donc peut-être que là, pour le débat, et c'est moi qui vous embête les gars, contrairement à ce qu'on s'est dit au début, allons plutôt sur l'utilisation, véritablement les applications qui viennent du ouais, métier. ok. Et le BIOD, je vous propose qu'on refasse ça derrière une petite vidéo dessus, parce que c'est aussi une super thématique avec des outils à mettre en place. Ok, Ça marche. Sur ok. l'applicatif, on peut se poser déjà deux questions et y répondre collectivement. C'est la première, en quoi le Shadow IT, c'est un problème pour la DSI, pour l'entreprise et surtout pour la sécurité. Et puis après, comment on peut faire pour sortir du problème. Peut-être Maxime sur le début, en quoi le Je Shadow début, je IT, c'est commence, un... ouais, je commence sur la sécurité, du coup, je laisserai après vous qui êtes habitué à faire on va dire de la carto et de la cohérence d'application en entreprise, répondre sur l'entreprise. Ouais, En fait, vas-y. d'un point de vue de la sécurité, ça peut être un problème parce que on va avoir recours peut-être à des solutions qui ne vont pas respecter les bonnes pratiques en termes de sécurité de l'information de l'entreprise. Par exemple, tu évoquais tout à l'heure, Alexandre, une plateforme PHP.
Je monte une plateforme PHP, je la trouve très pratique pour une utilisation, mais est-ce qu'elle est durcie avec les standards de l'entreprise? Est-ce qu'elle va être maintenue dans le temps et donc du coup ne pas forcément derrière avoir hébergé des vulnérabilités de sécurité qui peuvent être utilisées par des attaquants dans le cadre d'une propagation latérale? Pour faire simple, en fait, c'est si jamais je branche un équipement avec cette application PHP sur mon réseau, je suis un utilisateur, donc je vais le brancher sur la prise réseau à côté de moi ou sur le réseau à côté de moi, en fait. Donc ce serveur ne sera pas connu de ma DSI, ne sera connu de Mhm. personne, Shadow IT. Et derrière, un attaquant, si jamais il rentre sur le réseau, pourra l'utiliser comme camp de base, comme on va dire son pied-à-terre, de façon à développer son attaque. Comment? En bénéficiant du fait qu'il n'ait pas été mis à jour et en exploitant des vulnérabilités en quantité dessus. On voit que plus une version est ancienne, plus la vulnérabilité est rapide, hein. Typiquement, pour prendre la main sur un PHP 5, c'est 20 secondes. C'est pas compliqué, n'importe qui sait utiliser, c'est 20 secondes, donc ça c'est fait. J'en profite pour donner une autre petite chiffre comme ça, c'est marrant ces chiffres. Vous avez par exemple entre la compromission initiale et le moment où l'attaquant réussit à se positionner dans un réseau, le temps c'est 62 minutes. Maintenant, c'est un attaquant trouve un identifiant mot de passe valide sur une base du dark web. 62 minutes après, il a un pied-à-terre dans le réseau qui vise. Tout dépend bien sûr des moyens de protection qui sont développés sur ce réseau, etc. Pour Si je revenir à notre reformule, là, sujet, en gros, si tu as, si t'as un applicatif en Shadow IT avec du PHP 5, le mec, il met moins d'une minute pour une fois qu'il l'a pénétrer ton identifié, PHP ouais. et après, il met 1 heure pour attaquer ton réseau, quoi, en gros, c'est ça? Non, là du coup tu lui as raccourci son heure en fait en réalité. Là tu lui as même raccourci son heure en faisant ça, Avec puisque c'est des PHP, choses que. tu, Ouais, d'accord, t'as pas re puisque. 60 minutes, t'as pas une passerelle de Oui. plus, enfin un étage de plus pour Alors après ça repénétrer le dépend, truc. tu vas continuer ton attaque à partir de ce dispositif qui est inconnu et ce sera relativement. C'est quand même beaucoup plus simple que d'être sur une machine qui va être surveillée par exemple. Tu n'auras pas besoin de te cacher. Du coup, on revient à cette machine. Donc, elle est porteuse de vulnérabilité et elle peut servir de camp de base. Donc, ça, typiquement, c'est plutôt embêtant. Vous avez également, et là, je prends le cas qui a été évoqué par Vincent sur les applications SaaS. J'ai besoin, pour gérer mes open space, par exemple, d'avoir une application SaaS qui fasse très bien ce job, hein. Je upload dedans mes plans de bâtiment, ma liste de personnes, etc. Pour qu'ils réservent leurs emplacements au bureau, je me connecte avec mon adresse mail, hein, maxime.siri@monentreprise.com. Alors, est-ce que j'ai de la sécurité dessus? Est-ce que j'ai une politique qui correspond à une politique de mot de passe avec les longueurs habituelles? Est-ce que je ne vais pas réutiliser le même mot de passe que celui que je vais utiliser pour me connecter à la messagerie de l'entreprise? Et donc, si mon partenaire, lui, vient avoir une compromission, est-ce que déjà je ne vais pas fournir le premier élément à mon attaquant pour se connecter au réseau de mon entreprise, pour ensuite éventuellement découvrir mon serveur en PHP sur lequel je pourrais prendre la main plus facilement? Bien évidemment, c'est pas aussi simple que ça dans la vraie vie. À certaines occasions, si, en fonction de la maturité de votre cible. Mm. Et si jamais vous avez une cible qui est plus mature avec des moyens de défense un peu plus, on va dire, implémentés, bah, là, du coup, ce sera quand même plus compliqué, notamment si jamais on a des identités qui sont protégées avec de l'authentification et multifacteur. Voilà. Je vous laisse prendre la main, j'étais un peu long. Je vous laisse reprendre la Non, main non, mais là-dessus. c'est très bien. Non, c'est bien. Moi, j'ai relevé un terme là que tu as donné qui me parle pas forcément, mais je pense comprendre, on va dire, l'image. Tu parles de camp de base. Tu as dit en gros, le serveur il servira de camp de base. C'est-à-dire qu'en gros, si je reformule ma compréhension, ça veut dire que c'est un serveur qui sera invisible, en tout cas, un Oui, attaquant qui est qui sera invisible chez sur le nous, réseau. ouais, qui sera Oui. chez nous, invisible de la SI, et ils pourront préparer, on va dire, leur attaque, quoi. C'est vraiment, en gros, c'est ça. Exactement, c'est bien ça. Ok. Je pourrais installer dessus plus facilement mes outils de façon à continuer mon attaque. Alors, c'est pas pour autant. Le sujet d'aujourd'hui, c'est pas la défense en profondeur. Ouais, bien sûr. C'est pas pour autant que si jamais j'attaque mes outils et qu'à partir de ce serveur, j'installe pardon, mes outils et qu'à partir de ce serveur, je lance des opérations de découverte générale sur le réseau. Si jamais il y a une sonde de sécurité réseau, il y a un moment, elle va me trouver quand même. Elle va dire il y a une adresse qui communique Ouais, énormément. d'accord. C'est assez étrange. Donc là, pour le coup, voilà, tout dépend après de la finesse et de l'intelligence qu'il y a derrière l'attaquant.
Ouais, on voit que les attaquants font aussi de plus en plus de finesse et d'intelligence parce que effectivement, il y a quand même des moyens de protection maintenant qui se développent pas mal. ouais, donc en fait, c'est quand même intimement lié à la maturité du service informatique au niveau de ses règles de sécurité. Et à Concrètement, là, comme tu l'adoption disais, et à voilà. l'adoption par les métiers. Parce que même si jamais la DSI fait son travail d'une manière, on va dire, alors, j'aime pas le terme correct, parce qu'on fait tout ça avec les moyens qu'on a, le temps qu'on a, les équipes que l'on a, et on sait très bien la symétrie de l'attaque contre la défense. Les moyens d'attaque Ouais. sont ridicules par rapport à la défense. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Les sites des ministères ont été gênés par des attaques par délit de service, des attaques qui coûtaient quelques centaines d'euros à déployer contre des sécurités qui coûtent des sommes pharaoniques comparées à Mhm. ces quelques centaines d'euros, quoi. Ouais, ouais, ok. Ok. Et donc, effectivement, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que, outre les problèmes de sécurité, de failles de sécurité que représente le Shadow IT, dont là on vient de parler, bah, ça représente, on va dire, d'autres conséquences au niveau des organisations. Notamment, on peut avoir des violations potentielles du règlement RGPD. Typiquement, hein, une direction métier qui va intégrer dans son IT, je sais pas moi, un outil en SaaS de gestion de prospects et que personne n'est au courant, il n'y a personne à la main dessus, et que le RSSI ou le DPO ne sont pas venus, on va dire, pointer leur bout du nez pour regarder ce qui se passe dans cet outil, on est notamment en train de violer les règles RGPD, sans le savoir, en tout cas, sans s'en rendre compte. Euh, voilà, il y a La première Ouais. règle que tu vas violer, en fait, c'est ton registre des traitements. Clairement. C'est cette application SaaS, ce traitement n'est pas déclaré, la finalité et la cohérence des données qui sont collectées ne sont pas forcément, tiens, mon fond Mhm. d'écran, il a dit au revoir au passage. Du coup, on va pas forcément avoir derrière comment dire, toute la chaîne RGPD, effectivement, et tout le contrôle qui va bien. Ouais. Euh, Ouais, et on parle, Dis-moi. et du coup, on parle effectivement, en dehors du RGPD, c'est de perte de données éventuelles. Et là, on a des répercussions qui peuvent être assez graves sur la réputation d'une entreprise. Bah, typiquement, hein, un outil, comme je le disais, de prospect qui est en Shadow IT, personne ne se rend compte qu'il y a cet outil ou personne ne le sait, ou alors ils le savent, mais on n'a pas le temps de le traiter parce qu'on a une charge élevée, parce qu'on a d'autres sujets prioritaires à régler. Et derrière, l'outil est compromis, comme tu le dis, parce que ben, il y a des sondes qui mettent du temps à se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui est en train d'attaquer, et ben, on peut perdre des données sensibles de clients. Là, on parlait de prospects, donc ce qui est très grave, hein. Et on peut perdre, voilà. En tout cas, il y a un vrai risque sur la perte de données et un vrai risque aussi, ça on en a parlé un peu Perte de données avant, et vol de données, ouais. ouais, et un vrai risque sur la qualité des données. Aujourd'hui, la data en entreprise, c'est un enjeu primordial, c'est-à-dire avoir des données exploitables, facilement récupérables, on va dire normées. Quand je dis normées, c'est que si on récupère des données, si on monte un MDM, un Master Data Management, donc en gros un outil centralisé avec la donnée principale, et que bah, on doit réintégrer cet outil. On se dit, bon, voilà, bon, allez, on va faire l'effort. C'est pas un effort, c'est qu'on va faire le travail de récupérer cet outil en Shido et le mettre dans notre SI. Bah là, il peut y avoir un risque sur la qualité de données. Parce qu'en fait, on peut avoir des erreurs, on peut avoir des doublons, on peut avoir voilà, pas mal de choses, des formats qui ne sont pas les bons. Je parle notamment des dates ou des champs obligatoires ou des limitations de caractère, en fait, qui peuvent vraiment poser des problèmes, bah, en tout cas sur l'intégration des données de ces outils euh, bah, dans le SI existant. Je suis d'accord avec toi, et moi surtout, ça me donne un des gros points sur lesquels je demande aux gens avec qui je collabore d'être vigilants, c'est sur la réversibilité de la prestation. C'est-à-dire, déjà, c'est si jamais je souhaite arrêter la prestation, comment je récupère mes données? Mhm. Ensuite, si jamais, donc ça couvre effectivement l'aspect que tu as dit, de dire, OK, comment je vais récupérer et comment vont être formatées les données que je vais récupérer, si je peux les récupérer, déjà. Ouais, Et ensuite, en cas de terminaison du service en question,
Simplement le fait de dire, OK, bah, le service s'arrête parce qu'il n'y a pas de client, parce qu'on fait autre chose ou peu importe quoi. Comment sous quel format, encore une fois, je vais récupérer ces données? Excusez-moi, mais j'ai une petite question. Arrière-plan, ça donne quoi? C'est chez moi ou c'est l'arrière-plan Teams? Non, moi, je vois chez toi. Ouais, 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 c'est une effectivement. clim. Et mon arrière-plan Teams, il veut pas se remettre. Ouais, ouais, bah, c'est pas très grave, hein. Et c'est pas très grave. Écoute, on voit ta chambre. Ouais, On voit Et, juste un et- placard et une clim, on voit pas voilà, et grand-chose. puis non, et donc voilà. Alors juste, Alors moi, j'aurais une question, parce que ça fait déjà presque un quart d'heure qu'on est sur le ouais, Shadow IT. Avant de passer justement sur le plan comment on redresse bah, justement le projet, une question presque à la con, c'est comment on identifie un projet Shadow IT? Parce que par définition, s'il est caché fantôme, est-ce qu'on a des moyens, si ce n'est discuter avec tout le monde et être au courant de tout, est-ce qu'on a des moyens de l'identifier, le Shadow IT? moi j'en vois au moins trois. Au moins trois. Le premier, c'est, et celui-ci je l'ai aussi vu, c'est quand vous avez un utilisateur qui va venir sonner, ça, c'est mon ancien monde de l'infra, quand vous avez quelqu'un qui va venir sonner à la porte de l'IT en disant ouais là c'est hyper urgent, il faut que je rende un projet sur tel outil, il ne fonctionne plus. Ah d'accord, ça tombe bien, on ne sait pas ce que c'est. quel Ça, outil? exactement, quel outil? Ça c'est généralement c'est un très bon moyen pour localiser le Shadow IT. Je vous garantis, ça remonte tout seul en fait. Ouais, je C'est suis vrai. d'accord. Ensuite, vous avez le second qui remonte bien, c'est quand vous mettez en place, d'un point de vue sécurité de l'information, des sondes qui scannent votre réseau sur des plages larges de façon à découvrir les scans de vulnérabilité. Bah, vous allez avoir votre PHP là qui va apparaître et qui va vous sortir une liste de vulnérabilités. Et vous allez vous demander ce qu'est cette machine parce que vous la connaissez définitivement pas. Et généralement, là, vous avez la sécurité qui va voir l'IT en disant c'est quoi votre machine qui n'est pas à jour? Et là, vous avez les gars qui vous disent on ne sait absolument pas. Et là, vous savez que vous avez levé quelque chose. Ouais, Et enfin, vous avez la troisième version qui est un peu la version assez triste. Bah, c'est quand vous vous rendez compte que là, vous avez effectivement une sonde qui hurle parce que vous avez de la détection ou des choses qui partent de cette machine. Après, vous avez potentiellement une quatrième en forensique, en post-mortem. Alors là, c'est triste. ouais, ouais. Ok. Ah, voilà. Bah, du coup, Mathilde. question suivante, c'est maintenant que grâce à ça, on a identifié une application en Shadow IT, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrête? Ouais, alors il y a plusieurs étapes. En fait, moi, je peux prendre la main si tu veux, Maxime. Il y a plusieurs Vas-y, ouais. étapes, hein. Mais vas-y, hein, si tu veux, hein, si tu, mais après, je peux compléter, moi. C'est comme tu Non, veux. non, j'en prie, vas-y, Voilà. prends plutôt Donc, ton ouais, exemple à ouais. toi et Non, je non, suis mais là pour appuyer en disant là où tu aurais besoin de sécurité de voilà, l'information derrière. c'est ça. En gros, l'idée, c'est de commencer par évaluer les risques, en fait, liés à ce projet. Se dire, OK, on a un projet là qui est en Shadow IT, on a un outil qui est en Shadow IT. Quels sont les risques? D'accord? En mettant, on va dire, en lumière les problèmes en matière de sécurité, de conformité, même de gouvernance finalement, parce que il n'y a pas de gouvernance projet, il n'y a pas de chef de projet, c'est bazar. Voilà, il n'est pas géré le projet en fait, hein. Il a été installé et il n'est pas géré. Alors Euh, effectivement, et donc là, du coup, les risques, c'est en termes de disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité sur votre service. Moi, en fait, ce que j'aime bien faire, c'est quelque chose d'assez bête, hein. C'est sur ces quatre créneaux, donc sur ces quatre pardon, besoins, hein, c'est un petit peu la tarte à la crème de la sécurité de l'information. La disponibilité, donc pendant combien de temps je peux me passer de mon, hmm, de mon application. Et donc, je gradue hein, en fonction d'eux, hein, et si jamais c'est 4, ça veut dire que je peux pas m'en passer. Jusqu'à un où je peux m'en passer, bah, je peux m'en passer. Il existe des processus de travail dégradés, et tant pis, je peux m'en passer. Ensuite, vous avez la même chose en termes de confidentialité. Quels sont les risques sur la divulgation? Donc, sachant que il faut se mettre des critères qui soient quand même assez parlants, parce que sinon tout le monde va vous dire mon projet est je peux pas enfin mon outil, je ne peux pas m'en passer et c'est le plus confidentiel du monde. Hmm. Notamment si vous allez voir des services RH, ils vont avoir tendance à vous mettre des quatre partout, alors que pour moi, l'échelle, c'est 3 la RH parce qu'on a effectivement de la conformité, sachant que le 4 c'est des informations qui, si elles sont divulguées,
peuvent entraîner la fin, l'arrêt de l'activité de l'entreprise, plutôt pour moi. Ouais, la Mais réputation, voir la exactement. réputation, quoi. Ouais. Voilà, ça dépend essentiellement de l'activité également et de la sensibilité de chacun. Mais je pense qu'il faut être assez fin et assez pertinent là-dessus pour éviter d'avoir tout au maximum de criticité à chaque fois. Ensuite, vous avez les notions d'intégrité, de traçabilité. Donc là, ça rejoint ce que tu disais, à quel point j'ai besoin d'être certain quelles sont que les données que j'ai dedans sont bonnes et si jamais elles sont corrompues, je suis capable de comment dire, de les récupérer. Et ensuite, de traçabilité, bon, bah, bien évidemment, là, on peut deviner le besoin jusqu'à la preuve opposable et les conséquences, typiquement pour les secteurs de la sécurité aérienne, par exemple, où là, on va vraiment avoir valeur de preuve et où il y a potentiellement l'engagement de vie humaine, etc., sur ce que l'on fait. Donc, ces quatre critères, donc notés de 1 à 4, je fais mon addition et en fonction de où tombe mon addition, j'ai une idée déjà de la sensibilité de mon application, service ou projet, ce qui permet d'avoir une échelle d'évaluation de mon outil. Et donc, pour revenir à ce que toi, tu disais, Vincent, c'est une fois que le Shadow IT est revenu en lumière, c'est de se dire, OK, quel est le besoin dessus et qu'est-ce que je vais avoir comme travail en termes de Ouais, sécurité à réaliser dessus. c'est Ouais. ça. Moi, j'aime beaucoup vos réponses. Juste un petit complément, c'est que pour l'avoir vécu dans une autre société, j'aime bien votre réponse de dire en fait, la première chose à faire, c'est de réfléchir, d'analyser et de comprendre, plutôt que de tout Ouais, débrancher, de tout casser ou de se mettre à crier, quoi. Moi, j'aime beaucoup l'approche et je suis totalement d'accord. ouais, c'est ça, hein. C'est en gros, tu évalues les risques et en fait, l'étape suivante, une fois que tu as évalué, c'est, du coup, identifier les avantages. Ce que disait Maxime, toi, tu fais ton échelle là et ensuite tu identifies les avantages et tu communiques avec le métier sur, quels sont les avantages en fait, et les réussites que ça serait pour le projet d'intégrer l'outil dans le SI. Si tu en En tout cas, si c'est faisable, si c'est faisable, en général, ça l'est. Mais, voilà, plus en gros, quels sont les avantages, les Ouais, quels sont réussites les d'intégrer. avantages et quel est l'effort à faire aussi Ouais, pour justement exactement. réussir à le faire revenir dans la conformité, quoi. Voilà et il y a une vraie communication à avoir avec l'équipe métier, pour leur expliquer les risques, en fait, liés à l'utilisation de solutions en dehors du cadre officiel de l'entreprise. Il faut qu'ils soient vraiment conscients que là, ils font des bêtises et que derrière, ils vont peut-être, se faire taper sur les doigts s'ils continuent comme ça. Parce que des fois, ils ne s'en rendent pas compte, les gens, tout simplement. Des fois, c'est pas volontaire, ils ne se rendent pas compte. Ils se disent: «Bon, bah, c'est Ouais. cool, on a un outil, il marche bien, c'est génial», mais derrière, bah, c'est pas si génial que ça, quoi. Chacun a Ouais, Hem, et je veux bien. vas-y. Vas-y, Maxime, peut-être. Chacun a sa pression, chacun a ses besoins. Et par exemple, on peut comprendre que des métiers qui vont sur un salon rencontrent un éditeur qui leur dit: «Mais moi, en 24 heures, je vous ouvre une plateforme, vous commencez à utiliser, mmh, hop, 3 utilisateurs et puis ensuite, j'ai un service à faire rentrer dedans, bah, communiquez-moi les adresses mail et ça y est, c'est parti. On y ouais, va, ouais. on fait comme ça, une carte bleue ou une facture ou peu importe quoi et c'est fait». Et du coup, c'est à ce moment-là, en fonction de l'urgence et de la pression que va avoir le métier, qu'on peut avoir ce type de comportement. Ça peut aussi être une culture d'entreprise où chacun est habitué à faire de son côté, hein. C'est aussi des choses qui existent. Ouais, C'est ouais. vrai. Moi, je veux revenir juste 2 minutes, même pas 30 secondes, sur ce que t'expliquais, Vincent. C'est que il y a deux aspects. C'est qu'effectivement, les gens souvent savent pas ce qu'ils font. C'est pas de la malveillance volontaire, c'est juste Ouais, ouais. de l'ignorance, hein. Et quand je dis ignorance, c'est pas des gens débiles, hein, c'est juste qu'ils savent pas. Et le deuxième point, c'est que 99 fois sur 100, quand on prend le temps d'expliquer aux gens quel est le risque, quel est le problème, et qu'on se met aussi quelque part un peu à leur service pour les aider, et qu'on n'est pas juste là en tant que père fouettard pour sanctionner, bah, en général, ça se passe super bien, quoi. Si en Ouais, plus ouais. nos réponses sont pragmatiques en disant, bah voilà, le risque, il est de ça, voilà les solutions, ce que ça coûte en temps et en énergie pour faire rentrer le truc dans l'ordre, les gens sont compréhensifs, quoi. Ouais, ouais. Alors, Bah, il y a là-dessus, je me vas-y, vas-y. permettrais d'élargir peut-être le scope après. D'un point de vue sécurité, il y a une échelle de réponse. En réalité, on peut se permettre à certains égards de maintenir certains services. Par exemple, je veux dire, si jamais je trouve la machine en PHP sur mon réseau,
Si jamais je suis capable de la segmenter ou si jamais elle est à un endroit où elle n'expose pas de service, je vais être un petit peu moins sensible que si jamais, par exemple, je me retrouve avec une machine qui est Ouais, exposée juste à sur le côté de web. serveurs, Ouais. pleinement vulnérable et directement accessible depuis Internet. Là-dessus, alors là, d'expérience de RSSI, hein, on peut trouver aussi certains services de domotique à vocation de bureau, un type des alarmes ou des centrales ou ce genre de choses-là, qui vont communiquer directement avec les serveurs et qui vont être exposés sur Internet pour des tiers. Là, typiquement, ça appelle des réponses un peu plus rapides par rapport à des machines qui vont être moins exposées. Il y a aussi, mais ce qu'il faut, c'est aussi avoir ce recul, d'être capable d'exposer le vrai risque, comme on disait, Mhm. de ce Shadow IT pour reprendre la bonne réponse. On ne peut pas Ouais, forcément ne rien faire ou prendre un temps infini en fonction du risque que l'on va avoir en face de nous. En revanche, ce qui est important, c'est de savoir l'expliquer. Important. ouais, bah, ouais, c'est sûr. Bah, si je reformule le début des étapes, bah, c'est identifier, donc tu avais très bien expliqué comment on identifie. Deux, c'est évaluer les risques. Trois, c'est communiquer avec le métier et se dire, voilà, attention, voici les risques liés à l'utilisation de notre outil en dehors du cadre officiel du groupe. Et ensuite, c'est les impliquer, on va dire, sur la mise en œuvre d'une internalisation, si on peut appeler comme ça, hein, de l'outil dans le SI d'entreprise. La complexité qu'on peut avoir, c'est que l'outil, il arrive sur un planning ou une feuille de route déjà bien chargée. Euh, et là, ça amène à des arbitrages. Moi, j'ai connu, hein, où ça amène à des arbitrages. C'est qu'est-ce qu'on fait de cet outil? Voilà, le risque, il est énorme, par exemple. Donc, il faut qu'on l'internalise, il faut qu'on sorte du Shadow IT. Et qu'est-ce qu'on décale, en fait, en fonction de la charge, hein, des équipes? Qu'est-ce qu'on décale? Voilà, il y a un vrai risque aussi sur la charge des équipes, hein, parce que il peut s'inscrire dans une feuille de route qui est déjà complètement full sur l'année de l'équipe IT et même des métiers, hein, et pas que nous, hein. Ouais. Je me permets de compléter, si on Ouais, décrypte un peu, c'est qu'en fait, et tu me complètes ou tu me contredis, hein, mais en gros, derrière, tu vas le gérer comme un projet, quasiment comme ouais, un projet classique, j'ai envie de dire, sauf que il est déclenché par un risque et non par un besoin. La notion que tu amènes là, moi en plus j'y suis hyper sensible, c'est effectivement c'est la notion de concurrence entre les projets en interne, mm, la notion de charge de travail aussi bien pour les gens de l'IT, les métiers techniques, pour le chef de projet, aussi pour les métiers, parce que si on parlait de données, d'intégration, de tout un tas de trucs, ça peut engendrer du boulot aussi chez les gens du métier. Donc en fait, quelque part, si je résume, il y a deux points, c'est la gestion du projet et l'intégration de ce projet-là dans la roadmap générale, si tant est qu'il y en ait une, parce qu'il y a pas mal d'endroits où il n'y en a pas, la roadmap générale des projets et aussi la nécessité d'arbitrer entre tout ça et de ouais, prioriser. ah ouais, et d'arbitrer. Et une fois que le projet, alors je me projette assez loin, mais une fois qu'il est lancé, on va dire, hein, qu'il est intégré à la SI, bah, il doit avoir sa gouvernance à part entière et il doit avoir son suivi, ou je ne sais pas si on peut appeler audit, mais il doit avoir un suivi régulier. Il doit faire l'objet, comme les autres outils, en fonction de la criticité de ce que contient l'outil, hein. Si c'est des données financières, des prospects, clients, bah, d'audit régulier sécurité, en fait, hein, Oui, et devenir, voilà. Vas-y, vas-y. oui, tout à fait. Là-dessus, alors sur l'audit, tu as plusieurs phases en fait, effectivement. Tu as l'audit, alors on va dire en phase de conception et de développement du projet. Donc là, c'est typiquement quand vous allez faire du code ou ce genre de choses-là, avoir des outils qui vont vous permettre en temps réel d'auditer votre code et vos infrastructures de manière à ce que vous corrigiez au fur et à mesure de votre déploiement enfin pardon, excusez-moi, on n'est pas dans la bonne phase. Donc de votre développement et de votre Mm. intégration de l'outil. Ensuite, vous allez avoir à l'instant où vous allez passer sur des phases de test et de validation des audits de type, et là je sais que vous vouliez en parler, de type pen test, pour vous assurer déjà à un instant T de mettre en place quelque chose qui soit viable. Cet audit et pen test, attention, vous devez absolument avoir la phase de validation des changements, parce que typiquement, il ne s'agit pas de Ouais, corriger une vulnérabilité en mettant d'autres.
C'est dommage, ça, typiquement. Donc, une fois que vous faites un audit pentest, normalement, n'importe quelle équipe d'audit pentest vous dit, une fois que vous avez fait vos remédiations, alors on repasse un coup dessus, sur d'être certain que vous n'ayez rien qui soit enfin, qui ait été induit par par vos corrections. Et ensuite, effectivement, à intervalles réguliers, encore une fois, c'est là que valoriser le service, l'application, le projet vous permet d'avoir une idée des règles que vous allez mettre en place. Mm. Ça permet de dire, OK, j'ai un projet qui a telle valorisation ou qui dépend de telle contrainte réglementaire. Vous avez, par exemple, dans certaines réglementations, des obligations d'audit. Alors, c'est pas compliqué, vous allez déployer du PCI-DSS ou autre. Là, vous avez des obligations d'audit, donc ça règle le problème de toute manière. Mais le fait est de dire que vous devez vous donner un plan d'audit, c'est pris aussi dans certaines normes Ouais. ou peu importe quoi, des plans d'audit réguliers de vos applications pour vous dire, OK, je suis certain que mes applications critiques ne sont pas porteuses de vulnérabilité et n'induisent pas de risque pour mon entreprise. Ouais, c'est ça. Et juste des petits éléments, des petites définitions de langage au cas où pour les gens qui regardent. Pen test, en fait, c'est des tests de pénétration. Donc en gros, ce sont des tests assez poussés pour vérifier la résistance d'un outil informatique ou d'une solution, peu importe, aux attaques extérieures. Mm. Et tu parlais de remédiation, et remédiation, c'est pareil, ce sont, on va dire, les correctifs qu'on mettra en place pour, on va dire, répondre aux failles qu'auraient découvert les tests de pénétration. Mm. Enfin, c'est Là, juste au cas où. Ouais. les pain tests, je vous pose la question, même si j'ai une partie de la réponse. Ils sont faits comment? C'est rarement en interne, c'est une boîte de spécialistes qui fait ça. Ou est-ce qu'en tant qu'RSSI, par exemple, Maxime, il y a des gens dans ton équipe qui seraient capables de faire ça? Comment ça se passe? Tout dépend, tout dépend. Tu vas avoir des grosses entreprises qui auront des équipes avec des compétences de pentest Ok. et à contrario, des entreprises d'autres tailles ou d'autres secteurs ou peu importe, qui feront appel à des partenaires qui réaliseront pour elles les pentests. C'est des choses, les deux peuvent s'entendre, hein, y a pas de souci. Ce qui est important, c'est que comme pour tout audit, c'est de s'assurer de la compétence du pentester que vous allez avoir, Mhm. En Ouais. réalité, c'est des gens qui vont le faire. Parce que vous dire, j'embauche, je prends un stagiaire en informatique et je lui fais faire tous mes pentests, en fonction de votre secteur d'activité, j'ai envie de dire, pourquoi pas, mais le faire valider à un moment, parce que c'est pas forcément ce qui va être le plus, comment dire, le plus pertinent. Ok. Et tiens, et juste un point sur lequel on n'a pas parlé, et c'est presque le point de départ, on va dire, du Shadow IT. Non, non, mais parce que je l'ai connu, moi, dans d'autres organisations, c'est tout simplement quelque chose que les RSSI font assez souvent, c'est la sensibilisation. Alors, c'est tout bête, hein, mais sensibiliser les utilisateurs avant même que les problèmes arrivent, et pas que sur le Shadow IT, hein, on va dire, c'est un peu le point de départ hein, de la Sécu, et dire aux gens, attention, ça, il ne faut pas le faire, et voici pourquoi il ne faut pas le faire. Et moi, j'ai connu une organisation où le RSSI, par exemple, sensibilisait tout le monde sous forme de petits questionnaires ou de petites vidéos, on va dire, ludiques sur des plateformes de e-learning qui étaient vraiment pratiques. Et ça permettait d'apprendre pas mal de choses, de sensibiliser assez large. Le format, on va dire, le format de ces, c'est comme des formations, hein, mais le format en ligne, e-learning, réalisable quand on veut, ça convenait à beaucoup de monde, même ceux qui sont sur le terrain, qui n'ont pas le temps de faire des formations en salle, qui n'ont pas le temps de passer 2 heures voilà, écouter quelqu'un, on va dire, qui débite. Et c'est vraiment pas mal, hein, sensibiliser au maximum. Tu as complètement raison parce que en fait, c'est pas compliqué. 80% des attaques vont débuter par une action d'un être humain, en fait, en réalité. Et je crois que pour 70% derrière, c'est l'ouverture d'un mail. Mais effectivement, c'est sensibiliser les utilisateurs, c'est une première étape qui est fondamentale. Mm. Et aujourd'hui, tous les RSSI qui envoient des formulaires d'évaluation demandent si jamais le partenaire sensibilise ses collaborateurs.
tous les formulaires que moi je vais recevoir, on va me demander si je sensibilise mes collaborateurs. Comment on sensibilise les collaborateurs? Alors, la version à l'ancienne, hein, on va dire effectivement, avec une salle et Ouais, tout le ouais. monde. Et on parle pendant une demi-journée et c'est un peu compliqué d'organiser ça. Ensuite, il y a l'autre format avec la sensibilisation interne et le RSSI se devant un board blanc en costume gris qui va prodiguer la bonne parole. C'est absolument top quand c'est accessible le soir si jamais on a des problèmes pour s'endormir. Et ensuite, effectivement, tout ce qui va être ces formats de learning qui peuvent effectivement, on va dire, être plus ou moins ludiques avec des environnements, des thématiques très larges. L'avantage en plus, c'est que enfin, de plus en plus, là, j'ai étudié il n'y a pas longtemps ces solutions. Il y en a énormément qui en plus mettent à disposition leur plateforme de learning. Donc, il y a des sujets très larges je vais y arriver, qui sont couverts, hein. Ça va de la Mhm. sécurité de l'information, mais ça peut Ouais, aussi être tout ce qui est questionnaire RSE. Et en mettant en place à disposition ces plateformes également, ça peut être des vidéos, des questionnaires, des formats, des sujets qui vont être propres à chaque entreprise, produits par les services des entreprises et mis également sur ces plateformes de learning. Donc, c'est véritablement des outils qui sont très intéressants pour des tarifs qui vont aller de 1,50 € à 2 € par mois par utilisateur. Donc, c'est pas non plus quelque chose de véritablement, de véritablement trop cher comparé à ce que représente le coût moyen d'une attaque, ouais. d'une Ouais. attaque pour une entreprise, on va dire. Pour les ETI, alors j'ai fait une présentation sur un board il n'y a pas longtemps. Ça venait des cyberassurances. Voilà, je vous le donne de tête, hein. Mais en moyenne, on parlait de 300 000 à 500 000 euros le coût moyen d'une cyberattaque, rançon et reconstruction comprises. Pour avoir échangé avec d'autres personnes, il y en a, ça leur a coûté plus de l'ordre de plusieurs millions. Voilà, donc on parle de Ouais, parce cyberattaque que, sérieuse, hein, ouais, pas simplement de fraude, hein. Quand on parle parce que d'une là, fraude, ça peut être une paye ou quelques centaines d'euros qui partent. Donc ouais, bah, ces coûts sont pas énormes comparés au fait du coût d'une cyberattaque, en effet. ouais, parce que là, comme tu dis coût de la rançon et de reconstruction, et il y a aussi l'arrêt opérationnel, quoi, hein. Sur certaines applis, si tu Exactement. arrêtes ton appli une journée, tu peux perdre déjà pas mal d'euros, voire beaucoup même. Donc effectivement, ok, très bien. On Mais est ça déjà à peut être 40. une. Ouais, ce que j'allais dire, c'est notre côté chef de projet qui ressurgit à Vincent et moi. Ouais. On est Non, mais on est déjà à déjà, 30-40 minutes. non, mais on est déjà à 40 minutes. Peut-être qu'on parle que de ce sujet pour cette première vidéo. C'est pas mal déjà. On a Ouais, déjà. ouais, c'est très très bien. Puis moi, je dirais peut-être que les chiffres qui sont annoncés, moi, je trouve ils sont hyper intéressants parce que pour avoir vécu justement un projet Shadow IT qu'il fallait remettre sur les rails. Bon, chaque cas est différent, mais souvent ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher en énergie, en euros, de remettre la solution sur la bonne voie plutôt que de prendre le risque et de prendre une Ouais, amende en cas de fuite de données, de perte de productivité ou de tout ce que vous venez de citer. Ça vaut le coup de s'emparer du sujet. Et puis peut-être ce qu'on peut dire aussi, moi je voulais juste rajouter un petit élément là-dessus. On a parlé du fait de récupérer l'appli, de la faire rentrer dans le moule quelque part. Il y a bien entendu d'autres solutions, mais après c'est au cas par cas. Et puis c'est aussi selon le délai et le coût. Il y a aussi le fait de l'arrêter, si des fois c'est pas tant utilisé que ça, mais c'est rarement la solution idéale. Et l'autre, nous, qu'on avait étudié, mais qu'on avait fait en 2 temps, c'est derrière de refaire un projet pour justement plus utiliser cette appli en shadow et mhm, utiliser une solution du marché. ouais. Mais là, il faut faire un projet aussi derrière pour mettre en place tout ça. Est-ce que vous avez... Ou simplement de se rendre compte qu'on a déjà, ça arrive, hein, ça Ouais, malheureusement, ouais, on a déjà une on a solution déjà cette identique. Ouais. solution.
On a déjà C'est cette vrai. solution en interne et des fois, pour des raisons simplement de praticité ou d'habitude, on se retrouve à avoir un outil qui est utilisé en double. C'est dommage. Enfin, de la double fonctionnalité, quoi, en fait. Ouais. Ok. Vous avez un petit mot à rajouter avant que je fasse la conclusion? Non, moi, j'en ai pas. Je pense qu'on a bien couvert on va dire, le périmètre là, du risque et comment on identifie le risque, et cetera. Donc non, très bien. Moi, j'ai pas besoin de. Très bien. Non, j'aurais pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que si jamais on devait donner une, entre guillemets dit, bonne parole au terme, en termes de sécurité de l'information à la fin de cette Vidéo? intervention. Ouais. C'est de se dire que effectivement, bien évaluer ces projets en termes de sécurité de l'information, ça permet également de leur mettre un poids qu'on peut inclure dans la pondération de la priorisation des projets. Ça, je vous laisserai les gars terminer dessus. Et ensuite, sensibiliser les utilisateurs enfin peu, oui, parce que vous avez certains utilisateurs, vous pouvez sensibiliser, ils ne le font pas, mais bon, c'est pas grave. On a tous nos petits rebelles. Et donc, sensibiliser les utilisateurs, c'est véritablement un des fondamentaux de façon à réussir à éviter le shadow IT. Et enfin, petit point également, c'est d'identifier les différentes contraintes réglementaires, obligations, etc., qui vont avec vos projets. On a parlé de beaucoup de Mhm. choses, RGPD, j'ai évoqué du PCI DSS, etc. Je pense, là, je tends une perche à Alexandre à disposition pour faire peut-être une intervention un peu plus technique pour se dire, OK, comment je prends mon cycle projet et où j'évalue ces différents besoins de façon à me dire, OK, comment j'inclus véritablement ma sécurité dans mon projet. Donc, peut-être dispo une idée Exactement. de prochaine vidéo, messieurs. C'est Ouais. ça, c'était l'ouverture que je voulais faire en guise de conclusion, c'est de dire qu'avant de démarrer l'enregistrement, on a évoqué plein de sujets et au final, on a passé 45 minutes sur Shadow IT et c'est très très bien. Donc effectivement, on pourra parler de bonnes pratiques. On avait noté plan de reprise d'activité, le security by design, les problématiques de SSO. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Pentest, on en a parlé. On pourrait parler un tout petit peu de normes aussi à un moment donné. Donc, il y a plein d'ouvertures pour d'autres vidéos. Ouais. Très bien. Sachant qu'un point, c'est conduire une norme, une certification, c'est un projet. Et quand on a ce type de projet ou de certification qui prend du temps, généralement, il faut plus aller chercher effectivement du côté de la conduite du projet. Donc, c'est hyper important également d'être clair dans la démarche projet de sa certification. Donc, ça aussi, c'est juste un des fondamentaux pour réussir cette certification, c'est d'avoir une structure projet efficace. Ok, on est bon? On est C'est bon, bon. merci Ça beaucoup. marche. Eh ben, merci à tous les deux. Ouais. Merci, messieurs. À Merci plus à tard. vous. Ciao, À ciao. très Allez, ciao, bientôt. ciao. Ciao.